c'est le supporter olympien le plus fidèle. Il campe devant la commanderie chaque jour. L'OM, c'est sa vie. Thierry Mode, alias Titi, c'est toi le boss et notre invité aujourd'hui. Salut Thierry. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. De même. Alors on va parler bien évidemment de l'Olympique de Marseille. Et après on parlera de toi parce que bon, tu es suivi par 17 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Mais bon, on ne connaît pas trop ta vie et on a envie d'en savoir plus. Il n'y a pas de souci. Alors tu es prêt? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Et à mes côtés, Enzo et Isaac. Bonjour les gars. Bonjour Salut Lucas. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va Très impeccable. heureux d'avoir Titi sur notre plateau. Exact. Ouais. Enchanté, de même. Content d'être là aussi parmi vous. Eh bien, on va parler de notre passion commune, victorieux cette semaine, l'Olympique de Marseille. Thierry, est-ce que la victoire de l'Olympique de Marseille sur la pelouse lilloise assure déjà la qualification en Ligue des Champions, selon toi? Pour moi, oui, la deuxième place est pratiquement acquise à 100%, puisque par rapport à l'écart qu'on a creusé sur le troisième et le quatrième, je pense que il faudrait une catastrophe industrielle pour qu'on soit plus sur le podium à la fin de la saison. Non, pour moi, je pense que la deuxième place, elle est acquise, elle est assurée, oui. Enzo? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Titi parce que même si on regarde la suite du calendrier de l'Olympique de Marseille, c'est des équipes à leur portée. L'OM reçoit Nantes, on en parlera plus tard. Reçoit Amiens, va à Brest. Il y a juste quelques déplacements compliqués encore au Paris Saint-Germain et pour moi à Montpellier, qui sont les deux matchs très compliqués encore pour jouer pour l'Olympique de Marseille. Mais même quand l'OM va recevoir Monaco et Nice, même si on fait un match nul ou même si on gagne, voilà, l'OM pour moi est assuré de finir sur le podium parce qu'en plus de cela, l'OM a battu Rennes et Lille, ses deux poursuivants, et en plus à l'extérieur. Et battu aussi Saint-Etienne qui normalement était un concurrent direct mais qui se retrouve en bas du classement. Mais oui, pour moi, avec ses victoires en 2020, l'OM va finir sur le podium en fin de saison. Isaac? Totalement d'accord. De toute façon, l'Olympique de Marseille n'a plus que le championnat à jouer, d'ores et déjà éliminé en Coupe de France par l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, un match par semaine si tout va bien. Et voilà, 12 points d'avance sur Rennes et 11 sur Lille. Donc normalement, la seconde place devrait être assurée comme l'a dit Titi. Les performances de Pipa Benedetto et de Valère Germain peuvent-elles les relancer jusqu'à la fin de la saison, Thierry? J'espère que le but il n'a pas été accordé à Valère. C'était un CSC lillois, mais je pense que oui, ça peut leur redonner du peps et du moral pour la fin de saison. Et puis après, Pipa, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a joué pratiquement la saison argentine avant de venir à l'OM et qu'il n'a pas eu de coupure et qu'il a enchaîné déjà pratiquement plus de 20 matchs en Ligue 1 et que c'est dur pour lui physiquement. Donc il faut qu'il refasse un peu de jus et je pense qu'avec un match par semaine pour la fin de saison, ça devrait aller. Votre avis, messieurs? Isaac? Oui, on espère en tout cas. On a vu que face à Lille, il a été décisif. Ça doit relancer la confiance. Les attaquants, ils ont besoin de marquer, ils ont besoin de buts pour être confiants. Et on espère en tout cas pour l'Olympique de Marseille que Benedetto retrouvera le chemin défilé et régulièrement en tout cas. Enzo? Ouais, on ne prend pas en compte souvent que Benedetto n'a pas fait la préparation avec l'Olympique de Marseille et c'est souvent un facteur très important. On voit que quand les joueurs arrivent en fin de mercato et en plus un joueur comme Benedetto qui a joué de nombreux matchs en Argentine, il ne faut pas oublier aussi qu'il a eu une longue blessure au genou. Il revient, il a eu une blessure aussi là récemment à la cuisse. Mais voilà, on voit qu'au fur et à mesure, Benedetto commence un peu à revenir, commence à retrouver son état d'esprit. Parce qu'on l'a vu, quand il arrive à l'Olympique de Marseille, c'était du pressing sur le gardien. Il participait au jeu. Je me rappelle d'un but à Saint-Etienne quand il fait un jeu magnifique avec Bounassar et qui se retrouve à la conclusion. Voilà, Benedetto, je pense qu'il va revenir. Ce but va le remettre en confiance. Il a relancé la machine. Et comme le disait Thierry, Valère Germain, malheureusement, n'a pas marqué. Mais il a fait une passe D. Il est impliqué sur les deux buts. Donc c'est bien aussi pour lui parce que comme je le disais sur des précédentes émissions, Valère Germain, on n'a pas envie trop de l'accabler parce que c'est un joueur qui joue, qui fait les efforts défensifs, qui marronne jamais, c'est un grand professionnel parce qu'il aurait pu se dire merde, c'est moi le premier attaquant, c'est moi qui suis arrivé en premier comme l'espoir pour tous les supporters et au final je joue jamais.
Et au final, c'est ça aussi qu'il faut relever du côté de Valère Germain. Il n'a jamais baissé les bras. Qu'on le mette sur un côté, qu'on le mette en pointe ou même qu'on le mette sur le banc, il ne marronne jamais. Ça a souligné. J'espère pour lui qu'il va relancer la machine aussi. Marseille reçoit samedi Nantes. Comment abordes-tu le match contre les Nantais samedi, Thierry? Logiquement, comme tous les matchs là, assez compliqué physiquement, puisque on est à la fin d'un marathon de match là, avec un match tous les 3 jours là, depuis qui s'est terminé à Lille. Là, j'espère qu'on va pas payer le contre-coup physique là, avec ce match contre Nantes. J'espère une victoire assez large, mais même s'il y a 15-0, je signe. Hein, c'est 3 points supplémentaires. Hein. On se rappelle l'époque de Deschamps. Hein. Avec Deschamps, on avait beaucoup fait de 1-0 et au final, on avait fini champion de France. Ce que demandent les supporters et ce qu'on demande en ce moment, c'est des victoires, une qualification en Ligue des Champions. Et après, on verra à la fin de la saison, parce qu'on sait que le fair play financier nous court derrière l'Olympique de Marseille. Donc on verra pour l'instant en juin, mais l'objectif c'est la Ligue des Champions. Et au final, Thierry, je ne sais pas ce que tu en penses, mais au final, Villas-Boas avait raison au début de la saison. Parce que dès qu'il est arrivé, son objectif c'était d'aller en Ligue des Champions. Ouais, non, mais il a eu en plus, on va dire, les coronesses de dire mon objectif c'est la Ligue des Champions, puisque l'équipe dirigeante n'avait pas indiqué d'objectif. Faire mieux que la saison dernière. Faire mieux que la saison dernière, mais lui, il a carrément dit on veut finir sur le podium et jouer à la Ligue des Champions. Et puis, par rapport à l'effectif qu'il a, ce qu'il fait, c'est juste magnifique, quoi, extraordinaire. Quoi, parce que qui aurait prédit ça? Rien que déjà au début de saison, quand on a eu la défaite à Reims à domicile, la défaite contre Reims à domicile, et puis même la claque qu'on prend au Parc 4-0 en première mi-temps. Ça a peut-être été le déclic aussi. Le déclic, peut-être après le match de Monaco en Coupe de la Ligue, là, quand on a perdu en Coupe de la Ligue, là, il y a cette mayonnaise qui n'avait pas pris avant, et que même moi je disais que je nous voyais mal finir au-dessus, je disais entre 8 et 12, quoi. Et puis finalement, il nous a fait mentir. Tant mieux, quoi, parce que c'est... Il a su créer un collectif aussi, parce qu'on le voit, et tous les joueurs sont solidaires avec le coach, même entre eux. La vidéo de Dimitri Payet, qu'on a l'impression de voir que c'est un joueur froid, qui est pas très sympa. Et au final, cette vidéo montre aussi que Dimitri Payet, c'est quelqu'un de bon. Et ce groupe aussi, on le doit à André Villas-Boas, qui a su recréer cette atmosphère qui a été perdue l'année dernière au sein de l'Olympique. Tout à fait. Et en plus, moi, ce que je retiens aussi, là, avant qu'il s'en aille à Fenerbahçe, sa dernière interview qu'il a donnée, je ne sais plus si c'est peut-être bien au canal... Gustavo, là, qu'il a dit on n'a encore pas assimilé ce que nous demande le coach. C'est ça, ouais. Je me rappelle de cette interview. Avant fin août, là, avant qu'il parte, c'était une semaine avant, avant son départ. Une semaine et demie. Ouais. Avant son départ, et il a dit ça, et ça remémore bien le début de championnat qui a été compliqué, parce que par rapport à ce que demandait Garcia et le nouveau coach, c'est totalement différent, et les joueurs, il a fallu les remonter déjà moralement, parce qu'ils étaient au fond du trou tous, et ce qu'ils ont tous fait, là, les membres du staff, c'est impressionnant, quoi. Parce qu'il y a Villas-Boas, mais aussi tout un staff derrière ce coach. Isaac, tu veux réagir à ce que... Ouais, tout a été dit. Il a su redonner la confiance à certains joueurs. On parle aussi beaucoup de Jordan Amavi et même de Steve Mandanda. Là, aujourd'hui, l'Olympique de Marseille doit vraiment remercier André Villas-Boas d'aussi bien travailler avec un effectif aussi limité qu'il a. Et voilà, aussi de remercier ses cadres, que ce soit Steve Mandanda et Dimitri Payet, qui sont à un très bon niveau cette saison. Parce qu'on parle beaucoup de l'absence de Florent Thauvin. En début de saison, on a pensé que l'Olympique de Marseille serait en très grande difficulté sans Florent Thauvin, mais voilà, s'en sortent très bien et voilà, devrait retrouver Florent Thauvin d'ici peu. Donc c'est une nouvelle recrue pour l'Olympique de Marseille, c'est un joueur en plus. Tu veux réagir sur l'arrivée bientôt de Florent Thauvin sur la pelouse? La dernière recrue du mercato. Hein. le Joker médical. Vous parlez tout à l'heure de Villas-Boas. Villas-Boas doit-il assurer une place de titulaire à Marley Ake, Thierry? Non, je pense pas encore. Il a la façon dont il gère ce joueur, je pense que c'est la bonne. Puisque c'est des jeunes, 19 ans, Après, il est encore tendre, je trouve, pour la Ligue 1. Là, il fait une très bonne rentrée à Lille, en plus à son poste de prédilection là, sur l'aile gauche, sur le côté gauche. S'il le met titulaire contre Nantes, je ne pense pas, puisque Payet sera là. À droite, il va mettre, je pense, ou Germain ou Sarr.
Un des deux. Un des deux. Donc je pense qu'il va mettre Marley sur le banc de touche. Et puis non, je pense qu'il faut qu'il continue à obtenir du temps de jeu en rentrant 15-20 minutes à la fin des matchs, faire ce qu'il sait faire. Et puis la titularisation viendra d'elle-même plus tard. Petit à petit. Marley a changé le match ce soir, a déclaré Villas-Boas à l'issue de la rencontre. Ake qui est comparé à Isaac Liadji, on en parlera un peu plus tard. Enzo sur Ake. Moi, je suis d'accord avec Titi sur le fait que le match contre Nantes n'est pas le bon match encore pour titulariser Marley Ake. Pourquoi ? Parce que c'est un match au Vélodrome, il va y avoir du monde, peut-être un peu de pression pour le jeune. Donc pourquoi pas le titulariser dans un match à l'extérieur, un match contre un plus petit entre guillemets, on respecte toutes les équipes, mais un plus petit au classement, peut-être le déplacement à Brest ou le déplacement à Nîmes. Après, même si à Nîmes, André Villas-Boas a dit que c'était le match le plus important, il était même plus important que le match face à Nantes. Mais pour moi, Marley Ake, oui, il a tout changé. Contre lui, il a amené sa fraîcheur, il a amené sa rapidité. Même moi, ce qui m'a surpris chez lui, c'est qu'il ne se contentait pas que de l'offensif. Mais il a beaucoup aidé Jordan Amavi sur le côté gauche. D'ailleurs, il a récolté un carton jaune. Mais voilà, pour moi, oui, il faudrait continuer à le faire rentrer 20, 30 minutes, même un peu plus souvent. Parce que là, André Villas-Boas, je pense qu'il va faire tourner un peu plus contre Nantes quand il verra que l'équipe, espérons que l'équipe conclut le score assez rapidement. Mais voilà, je pense que Marley Ake doit prendre un peu plus de temps de jeu, mais pas encore titulaire, surtout au Vélodrome. Isaac, sur la titularisation de Ake. Non, totalement d'accord avec Enzo et Thierry. Il faut aller petit à petit avec les jeunes joueurs. C'est pas le moment de donner beaucoup d'importance et de pression à ces jeunes joueurs-là. Voilà, c'est toujours bien de les faire rentrer en cours de jeu. Et s'ils peuvent apporter leur différence comme il a su le faire face à Lille, voilà, c'est tout bonus en tout cas. On parlait de Payet qui sera de retour samedi, donc titulaire ou sur le banc ? Titulaire. Ouais. Si il est dans le groupe, il sera titulaire. Non, je pense qu'ils ont très bien fait lui faire l'impasse à Lille, de le préserver pour pas qu'il se blesse, parce que sinon on perd au moins pour 1 mois et demi, 2 mois. Avec un claquage aux ischios, c'est compliqué. Donc non, je pense qu'il va être titulaire samedi. Isaac, sur Payet, un mot ou... Ouais, il faudrait le titulariser, je pense, c'est un match important. Ouais, il faut continuer en tout cas sur la lancée de l'Olympique de Marseille. Et s'il est opérationnel, s'il peut jouer, il faudra le mettre. Oui, bien sûr. S'il est à 100%, André Villas-Boas l'a dit d'ailleurs en conférence de presse qu'il était à 100%. Si Payet est à 100%, Payet sera de retour dans l'11. Et comme l'a dit Thierry, c'était bien géré de la part de l'Olympique de Marseille parce que tout le monde se disait c'est pas normal que Payet ne soit pas là à Lille. Même s'il n'est pas en capacité de jouer, il fallait qu'il soit dans le groupe. Et on l'a vu, même sans Dimitri Payet, au final, l'Olympique de Marseille a remporté le match, s'est assuré presque une place en Ligue des Champions. Donc voilà, Dimitri Payet va être de retour. Pour moi, Dimitri Payet va être titulaire. Et après, on attend de voir Espero qui joue à 100% aussi. Qui ne préserve pas, sachant qu'il y a l'équipe de France aussi qui arrive. Mais ça aussi, il faut... Thierry. Non, je pense qu'il est plus en mesure de se réserver en pensant à l'application pour l'équipe de France. Il est obligé de se donner, d'avoir des... Il peut prendre des risques, tu penses ? Parce qu'on se rappelle en 2018... Quand il sort sur blessure... Non, mais s'il est opérationnel à 100%, après... Oui, voilà, s'il est à 100%. Après, s'il y arrive une blessure, c'est malheureux, mais c'est comme ça, quoi. On ne peut rien y faire, quoi. Hein. Oui, donc, non, je pense qu'il mettra toutes les chances de son côté pour essayer d'aller à l'Euro. Et que je pense que il a aussi, lui, pas voulu aller à Lille pour préserver ses chances de sélection pour l'Euro à la fin de la saison. Je pense aussi parce qu'en plus quand on voit les nombreuses blessures côté français, il peut avoir sa place, il peut prétendre à une place dans les 23. Les marques, même les pas blessés, les marques et moyens, Thauvin qui va revenir de blessure, Coman, c'est pas trop ça aussi. Donc voilà, il a vraiment une place. Dembélé blessé out, donc voilà, il a vraiment une place à aller chercher en équipe de France. Pour moi, si y en a un qui y va, ça sera un des deux Marseillais. Je pense aussi. Donc ça sera, je pense, plus Dim. Je pense aussi parce que Flo, il sera pas à 100%. Est-ce que après même Didier Deschamps ne peut pas le prendre pour dire, je sais que Florent Thauvin, je me mets à la place de Deschamps. Hein. Deschamps, il aime bien créer un groupe, que ne pas avoir que les joueurs marronnent, etc. Donc est-ce qu'il peut pas se dire aussi, moi je veux garder mon groupe, Florian Thauvin, je sais que même si je ne le fais jamais rentrer, qu'il rentre quelques minutes, il ne rendra jamais. Donc est-ce qu'il peut se pencher aussi sur ça, je suppose. Après, je sais pas. Je pense que Dimitri a
a acquis de l'expérience, a pris de la maturité, et qui maintenant, si il est sélectionné en équipe de France, même si elle est sur le banc, il marronnera pas. Il sait que c'est sa dernière compétition internationale, donc il est en fin de carrière. Déjà, s'il y est, s'il y est, donc je pense pas qu'il marronne si elle est sur le banc. Ça serait idiot de sa part. Ah oui, totalement. Parlons du petit Isaac Liadji. André Villas-Boas a déclaré « L'entourage du joueur ne donne pas d'informations. Le joueur reste tout de même avec la réserve et les U18 », a assuré le coach marseillais. Tu te penches, Thierry, du côté du clan Liadji ou de l'Olympique de Marseille? C'est complexe, c'est assez compliqué comme situation déjà pour le joueur. Parce qu'à cet âge-là, on a un peu... on ne sait pas ce qu'on veut faire, et puis il doit avoir la pression aussi de son clan familial et du côté de son agent. Et après, de toute manière, quoi qu'il choisisse, s'il a décidé de partir de l'Olympique de Marseille, s'il fait un choix sportif pour aller jouer ailleurs, faudra qu'accepter son choix et puis le respecter. Hein. C'est comme ça, de toute manière, on n'est jamais prophète en son pays, donc il jouera où il aura envie de jouer, quoi. Isaac, d'accord avec Thierry? Oui, tout à fait d'accord. De toute façon, l'Olympique de Marseille ne peut pas forcer un joueur à signer un contrat si les parties ne sont pas totalement d'accord. C'est vrai que c'est une situation un peu compliquée. On avait aussi une déclaration qui a fait réagir Teofilou Maoulida sur les réseaux sociaux en disant Marley Ake, c'est Teofilou Maoulida, et Isaac Liadji, Sanchez Di Maria. Ce serait en tout cas l'entourage du joueur qui a déclaré cela, et Teofilou Maoulida a souhaité réagir sur les réseaux sociaux. Après, on sait que c'était le crack de la réserve de l'Olympique de Marseille. C'est dommage de voir que selon en tout cas les médias, c'est son entourage qui plombe le joueur à vouloir signer l'Olympique de Marseille. Enzo? Ouais, moi je me penche plus du côté de l'Olympique de Marseille parce que l'entourage quand même a demandé beaucoup à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille a fait beaucoup de sacrifices aussi. A réfléchi, à baisser un peu ses ambitions, donc et c'est aller plus du côté, je pense, du clan Liadji, que le clan Liadji est allé plus du côté de l'Olympique de Marseille. Et après, je vois sur les réseaux sociaux, et c'est presque un coup de gueule, quand je vois que tout le monde insulte le petit Liadji, c'est pas lui aussi, il a un entourage. Si c'est pas le seul à prendre cette décision, il y a son agent, il y a son entourage. Lui, après, on ne sait pas vraiment, parce qu'il dit rien. Il s'est jamais prononcé, ouais. Voilà, il s'est jamais prononcé, donc pourquoi pas une petite phrase pour rassurer ou pas les supporters marseillais. Et après, quand on voit son match qu'il a fait ce week-end avec la réserve, qui est exceptionnel, on voit la technique qu'il a, il y a peu de joueurs qui l'ont dans l'effectif de l'OM. Et quand on le compare à Marley Ake, Marley Ake peut-être a fait le meilleur choix en fermant sa bouche, en travaillant. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Oui, mais au final, regarde, il a signé son contrat pro. André Villas-Boas lui a fait confiance. Il a travaillé comme de nombreux jeunes. Lucas Perrin, Florian Chabrol. Quand tu vois tous les jeunes là, tu dis qu'on signait, c'est des jeunes qui étaient en fin de contrat. Avec l'OM. Avec l'OM stagiaire, là. Contrat, stagiaire pro, aspirant, tout ça. Et c'est des joueurs qui n'avaient aucune offre de club autre que extérieur à l'Olympique de Marseille. Donc Liadji, il est beaucoup convoité. Liadji, il est beaucoup convoité. Donc tous les Perrin, Chabrol et consorts, Ake et tous ceux qu'on signait, ils n'avaient pas le choix. C'était le seul choix qu'ils avaient. Donc ils signent pour être pro. Après, c'est plus compliqué parce que maintenant, dans ce foot business avec les jeunes, il y a beaucoup d'argent qui compte. Et après, c'est sûr que ça peut faire tourner la tête aux entourages des jeunes joueurs, mais au final, c'est toujours le joueur qui a le dernier mot, quoi, hein. Donc même s'il ne se prononce pas, même si il a un agent, son entourage, c'est toujours Isaac qui aura le dernier mot de dire « moi j'ai envie de signer là ». Et s'il a envie de signer à l'Olympique de Marseille, il ira à l'Olympique de Marseille. Mais après, Villas-Boas, comme tu l'as dit Lucas, il a dit que c'était au point mort. On a vu des offres, après c'est que la presse, on a vu des offres de Lille en Allemagne, même en Espagne. Pour toi, quel est le meilleur club pour Isaac Liadji? C'est malheureux à dire, mais le meilleur club pour lui, c'est le projet lillois. Pour lui, au niveau sportif, comme il lance beaucoup les jeunes et qu'ils les font progresser, parce que ce qui hésite le clan Liadji, je pense, à signer à l'Olympique de Marseille, c'est sur le temps de jeu, la garantie du temps de jeu qu'il demande pour Isaac, et que le club ne peut pas leur fournir. Après, c'est normal, quand on prend des exemples comme Maxime Lopez ou Boubacar Kamara, quand ils étaient à la même situation, ils n'avaient pas beaucoup de temps de jeu aussi. Et ils ont su attendre, ils ont su travailler avec l'effectif. Je me rappelle que je crois que Kamara a été lancé la première fois en Europa League, que Garcia le lance en 6.
Maxime Lopez, c'était plus une époque de transition, c'était avant l'arrivée de Garcia, il me semble. Mais voilà, au début, ils n'avaient pas beaucoup de temps de jeu. Et maintenant, ils arrivent plus à s'installer dans l'effectif. C'est peut-être ça aussi qui gêne. Enfin, après, moi, je parle en mon nom. Et moi, c'est ça qui me gêne aussi du côté d'Isaac Ledji. Après, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ouais, après aujourd'hui, on voit beaucoup que le football, les joueurs ici, voilà, c'est maintenant, ils se lancent directement. Et on voit quand on voit que, par exemple, au Borussia Dortmund, on voit Erling Haaland, Hollande, 19 ans, Jadon Sancho, 19 ans, qui pertent sur la scène européenne, qui sont convoités par les plus grands clubs. On sait qu'Isaac Ledji, il avait déjà fait un test avec la Juventus de Turin. Donc c'est vrai que si ailleurs, il a une garantie de plus jouer, c'est mieux d'aller voir ailleurs pour lui. Voilà, aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, si on parle aussi du niveau de jeu, voilà, il a été convoité par les plus grands clubs. Je pense pas que ça soit la même chose, comme tu l'as dit, Thierry, pour Florent Chabrol, pour Marley Ake, pour des joueurs comme cela. C'est que voilà, lorsqu'on voit Liadji avec la réserve, il y a quelque chose chez ce joueur qu'il n'y a pas ailleurs, qu'il n'y a pas chez les autres joueurs de l'OM. Et pourquoi il part pas aussi? Parce qu'on dit qu'il y a des offres, mais il part pas. Mais il est toujours en contrat là. Oui, mais voilà pourquoi il sera libre au pourquoi, mois de mai. Mais je comprends pas pourquoi il décide pas de. Je sais pas, moi. Mais la décision, il la prendra cet été. Ouais, mais voilà, qu'il la prenne maintenant. Moi, je pense qu'on attend, tout le monde attend, tout le monde est dans l'attente. Même pour lui, c'est compliqué aussi. Pour gérer sa carrière, etc. Oui et non, puis après, de toute manière, pour moi, ça reste un jeune joueur. Il n'a pas beaucoup d'expérience là. Samedi, il a joué quoi, son 5e ou 6e match avec la réserve. Il jouait plus. Ouais. Il jouait pas, il jouait avec les U18. Et il a besoin d'acquérir de l'expérience. Il est encore frais, il a besoin de se renforcer musculairement. Parce que quand on a vu son entrée à Dijon, il a pris 2 tampons et derrière, on le voit plus. Même contre Amiens, il me semble aussi qu'il a été très moyen. On le voit plus du tout, quoi. Donc c'est compliqué de jouer en U18 c'est pas du tout la même intensité. Et puis moi, ce que j'ai envie de dire là, c'est que là, on paye actuellement pour nos jeunes, je trouve, le manque de travail au centre de formation, chose qui est en train de changer et qu'on peut commencer à le dire là depuis que Nasser Larguet a pris la direction du centre de formation avec le nouveau coach là à la réserve là. Philippe Anziani. Philippe Anziani, oui, et Maxence Lachaise comme adjoint là. Je trouve que le travail commence à payer. Toutes les équipes sont bien placés au classement. Hein. Ils sont première ou deuxième. Ça a souligné aussi parce qu'on critique souvent le centre de formation de l'Olympique de Marseille, mais depuis l'arrivée, comme tu l'as dit, de Nasser Larguet, ou de Larguet, je ne sais pas d'ailleurs comment ça se prononce, mais il y a un vrai changement. On voit que maintenant le centre de formation c'est plus quelque chose de sérieux que l'Olympique de Marseille veut prendre au sérieux et qu'ils veulent développer. Chose qu'on savait, qui se faisait pas avant. Carvalho, pratiquement jusqu'en U15 ou U16, je crois que toutes les équipes jouent en 4-3-3. D'accord, ouais. Et Carvalho donnait des conseils sur les consignes défensives et tout. Qui joue en U16. Ouais. Donc tout ça, c'est de l'expérience en plus pour les jeunes du centre de formation. Et maintenant, il faut attendre que les résultats payent. Et c'est bien parce que le staff aussi, il s'implique avec les jeunes. Car tu parlais de Carvalho, donc c'est bien aussi de voir un staff qui ne reste pas que dans l'équipe A, dans l'équipe pro, mais qui va chercher aussi, qui va voir ailleurs, qui va aider les jeunes. Et ça aussi, ça a souligné. Franchement, bravo au staff et bravo au centre de formation de l'Olympique de Marseille. Alors Thierry, pour ceux qui te connaissent pas, il ne doit pas en avoir beaucoup. Tu as 56 ans, tu es ancien sous-officier de la Légion étrangère. Tu as passé une partie de ta vie en ex-Yougoslavie et en Afrique. Tu es d'ailleurs à la retraite depuis une quinzaine d'années, c'est ça? Depuis 2006. Ouais. Et pourquoi tu es venu chez nous? Après ta retraite, c'est ça? Tu as déménagé pour Marseille. J'étais déjà dans le sud de la France, puisque tous les régiments opérationnels de la Légion étrangère sont dans le sud de la France. Donc c'était plus facile pour venir au stade, sauf quand on était en opération extérieure. On ne pouvait pas y aller. Mais sinon, je suis ici parce que ma passion, c'est l'OM. Depuis toujours? Depuis tout petit, ouais. Depuis tout petit. Et cette ferveur, je l'ai... avec ma grand-mère qui était d'origine italienne, par rapport avec la Juventus Turin, là j'avais vu un match en Italie et de voir cette ferveur en France, il n'y a qu'ici donc l'OM, voilà. Pourtant tu es originaire de la Champagne-Ardenne, c'est ça? Enzo, tu as une question? Moi j'ai une petite question. Tu as dit que l'OM c'était ta vie, mais qu'est-ce que ça représente vraiment l'Olympique de Marseille pour toi? Tout.
tout, c'est plus fort que moi. C'est quelque chose, si j'y vais pas, c'est quelque chose qui me manque journellement. Je vis, je bois, je mange Olympique de Marseille, quoi. Je suis un vrai fan, quoi. Je le disais en pré-générique, tu es campé devant la commanderie. Ouais, j'y étais encore ce matin. Hein. Donc, je suis pas resté jusqu'à la fin parce que là, je suis pour venir à l'interview, mais c'est vrai que l'OM, c'est plus que tout, quoi. Même la sécurité de la commanderie disent il est plus là que les salariés. Je sais, il y en a beaucoup qui font cette remarque-là, mais après, je peux dire merci aussi à mon épouse qui me laisse vivre ma passion. C'est vrai que c'est important quand même. Comme j'en ai envie, quoi, parce que sinon... après, j'ai toujours dit, de toute manière, j'ai une femme, mais j'ai une maîtresse, c'est l'Olympique de Marseille. Isaac, tu as une question pour Thierry? Oui, comment ça se fait vraiment que l'Olympique de Marseille te donne autant d'amour, que tu es autant fan de l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est l'Olympique de Marseille que l'Olympique de Marseille ou c'est vraiment le football d'abord en général? Alors déjà, j'aime le football. En général, mais l'OM c'est mon club de cœur, je suis supporter de l'Olympique de Marseille et je supporte aucun autre club. Aucun. Mais même à l'étranger, quoi. Hein. Je peux regarder des matchs du Real, du Barça, de la Juve. Je n'ai pas une équipe comme certains ont, une équipe favorite en Italie, en Espagne, en Angleterre. Non, moi c'est que l'OM, quoi. Moi j'ai une petite question, donc comme l'a dit Lucas, tu passes des heures et des jours devant la commanderie. Est-ce que des fois tu arrives à avoir des exclusivités? Est-ce que des fois tu as des relations avec des journalistes qui te demandent des choses comme ça? Oui, bien sûr, il y a des relations qui s'établissent parce que à force de me voir tous les jours. Et puis, tu t'es lié d'amitié avec certains. Puis même, il y a une petite anecdote. L'année dernière, pendant le mercato, il y a un chauffeur de taxi qui a amené quelqu'un à la commanderie et qui est ressorti et qui m'a dit j'ai emmené un tel et qui savait que j'étais Titi et que j'avais du monde qui suivait sur les réseaux sociaux. Non, après de toute manière, c'est à la source qu'on a les meilleures infos, quoi. Hein. Donc, comme la direction ne nous dit jamais rien, tu vas chercher les infos. Donc, il faut aller chercher les infos à la source. Et quoi de mieux que d'être devant la commanderie pour voir les gens rentrer et sortir. D'ailleurs, Titi, d'où vient ce surnom Titi, c'est toi le boss? Titi, c'est par rapport au diminutif de Thierry. Et puis, j'avais oublié c'est par rapport aussi que mon père s'appelle, enfin, il est toujours vivant, donc il s'appelait Titi aussi, il l'appelait Titi aussi dans sa jeunesse. Et puis, après, c'est toi le boss, c'est par rapport à la chanson de Papa Eli, parce que normalement c'était CU 84 et ils m'ont demandé de le retirer, donc je savais pas quoi mettre et ça m'est venu comme ça et puis j'ai mis ça et terminé, quoi. On parlait des exclus il y a quelques instants. Tu as eu une exclue puisque la première photo de Valentin Rongier à Marseille, c'est toi qui l'as eue. Et comment tu t'es retrouvé à l'aéroport de Marignane à ce moment-là? Explique-nous un peu. La source. Alors la source, c'est un journaliste qui est sur RMC, qui n'est pas sur Marseille, qui fait une émission le soir. Breaking Foot. On voit qui c'est. Qui m'a donné l'info qu'il prenait l'avion, il partait de Nantes et on est allé directement parce que j'y suis allé avec un pote on était devant la commanderie et quand on a vu Zoubi Zareta partir, vous l'avez suivi. Je me rappelle, tu as fait la vidéo. Ouais. Puis après derrière la voiture. On est arrivé à l'aviation générale et Zoubi Zareta était là. Qu'est-ce que vous faites là? Non, mais quand il était en train de mettre parce que Valentin était déjà arrivé. Et il était en train de ranger des sacs dans le coffre de sa voiture. Et quand il a relevé la tête et qu'il nous a vus, il est resté... Oh. Mince, c'est plus secret. D'ailleurs, on voit la photo que tu as prise avec Valentin Rongier. Ouais. Est-ce que c'est pas compliqué parce que tu avais fait une vidéo, des photos, est-ce que des fois c'est pas compliqué quand tu as des exclus que tout le monde te les reprend sans te citer? Alors, est-ce que c'est pas des fois énervant parce que tu te dis c'est moi qui ai l'exclu? Oui, mais c'est un peu une erreur
d'inexpérience de ma part. Parce que toi, c'est bienveillant ce que tu fais. Oui, je le fais, puis j'oublie de les nommer, quoi, mes vidéos, parce que si je la nomme... mais après, il y en a qui le disent, que ça, oui, ça voilà, vient de moi. mais après, il y en a qui les prennent et puis ils disent rien, quoi. Mais c'est parce que je les identifie pas de suite, mes vidéos. Donc quand je la fais, ou que tu fais une photo, bah, tu la mets de suite sur les réseaux sociaux, tu penses pas de suite à t'identifier dessus. Parce que c'est pas dans ma... Je pense pas à tout ça, quoi. Oui, c'est vrai, ouais. Et puis c'est vrai qu'elle a fait le buzz, ma vidéo, parce qu'elle a tourné partout, quoi. Thierry, tu n'es pas seulement un fanat de l'Olympique de Marseille, tu mènes des actions caritatives. Dernièrement, tu as lancé une cagnotte sur les réseaux pour offrir une sépulture digne à un supporter marseillais sans famille. Ça te tient à cœur de faire ça? Bah oui, puisque dans le code d'honneur du légionnaire, dans l'article 7, il y a une phrase qui dit tu n'abandonnes jamais ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes. Donc on n'a pas le droit de laisser quelqu'un dans le fossé. Donc Michel, je le connaissais, qui était abonné avant aux Ultras, et que par la suite, comme il avait des ennuis de santé, il s'abonnait en tribune Jean-Bouin quart sud, là, contre le virage sud, parce qu'il ne pouvait pas rester debout tout le temps, donc il était assis maintenant en Jean-Bouin. Et puis bah, quand on a appris son décès et qu'il a été enterré au carré des Indigents, là, avec un bout de bois comme ça, j'ai dit on n'a pas le droit de le laisser là, c'est pas digne. C'est pas digne. Même un chien maintenant on l'enterre mieux que ça. Donc bah, voilà, on a créé cette cagnotte qui a bien fonctionné, et puis on a sollicité le club pour qu'il nous aide à payer les... Ça a marché. Oui, ça a fonctionné. Ouais. Et tu as également offert un voyage à un supporter pour OM Angers, c'est ça? OM Angers, oui. Une place. Une place, oui. Avec la cagnotte qu'on avait fait là, pour Nicolas, qui avait lancé un... Enfin, moi, je ne l'avais pas vu, c'est plusieurs qui m'avaient relayé en me disant il faut faire quelque chose pour lui, il est au bout de sa vie. Après, ça a été un peu, je trouve, une moins bonne action, même si ça reste, parce que j'ai l'impression qu'on nous a tous pris pour des... Voilà, c'est justement ma question. Est-ce que des fois c'est pas compliqué, parce qu'on voit que tu es quelqu'un de gentil, que tu es quelqu'un de bienveillant qui a m'aidé, et est-ce que des fois tu n'as pas peur, par exemple, comme là tu nous disais Nicolas, est-ce que des fois tu n'as pas peur que des gens ils font un peu les gens un peu faibles, un peu malheureux, et toi tu les aides, et au final en fait est-ce que c'est pas compliqué ça aussi à gérer? Mais après il faut savoir faire la part des choses. Je l'avais eu contacté par téléphone, je sentais bien que c'est quelqu'un qui a des gros problèmes psychologiques et qui est en manque de travail, qui est situation compliquée, situation précaire, très précaire. Donc après je dis oui, on va lui faire plaisir, qui n'était jamais venu au Vélodrome, mais bon, après je le ferai pas tout le temps, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'arrive quand même à faire la part des choses. L'OM, ça t'aide à tenir, puisque tu parlais de ta vie personnelle, à oublier les soucis de la vie, c'est ça? Bah, c'est surtout, oui, par rapport à mon épouse est malade. C'est ça. Donc moi je suis toujours à ses côtés, quand elle a besoin de moi je suis toujours là, mais en contrepartie, pour mon équilibre aussi, elle me laisse vivre ma passion à 100%, quoi. En tout cas, on te retrouve samedi pour OM Nantes. Ouais. Les gars, vous avez un dernier truc à dire à Thierry? Merci Thierry d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Continue comme ça, tu es quelqu'un de très bon. bien. Merci, c'est gentil. Félicitations pour les actions que tu mènes, en tout cas en dehors de l'Olympique de Marseille. Et puis la dernière, c'était il y a 15 jours pour Thiago. Ouais, je me rappelle aussi. Avec un très bel hommage des fanatiques, un très beau tifo contre Toulouse. Contre Toulouse, ouais. Merci Thierry d'avoir accepté notre invitation. Mais de rien, avec plaisir. Et on se dit à la prochaine sur l'After Game. Bye bye, ciao.